Alors, bon matin. J'ai essayé de ne pas trop retarder votre lunch. D'abord, merci aux organisateurs, Edith, Deborah, de m'avoir invité pour parler un peu d'épigénétique. J'ai envie quasiment de remercier le conférencier précédent de sa conférence parce que tout ce que vous avez vu à peu près comme phénotype chez la vache et chez la génisse, c'est des effets épigénétiques. C'est qu'on va essayer d'un peu de démêler qu'est-ce que ça représente, l'épigénétique. Donc, je vais avoir une première partie de ma conférence où on va tirer les grandes lignes de comment ça fonctionne. Et ensuite, je vais rentrer plus dans la programmation métabolique postpartum de la vache et en principe de l'embryon qui va en être issu durant cette période-là. Je vais passer rapidement sur les considérations économiques parce qu'il y a un poster qui le décrit très bien de Catherine Couture qui était là à la pause et qui va être là encore ce midi. Et on va finir avec une conclusion. Alors, qu'est-ce que l'épigénétique? D'abord, le mot « épi », ça veut dire « par-dessus ». C'est quelque chose qui ne touche pas au gène ou à la séquence d'ADN comme telle, mais qui va s'ajouter à la séquence qu'on a toute. Donc, ça va changer l'expression des gènes sans changer le génome qu'on a reçu de nos parents. Ce changement-là, il peut être permanent ou temporaire. Les méthodes qu'on va utiliser pour modifier l'expression des gènes vont faire en sorte que la méthode va avoir plus ou moins d'effets à long terme. Alors, si on commence avec les trois façons de faire l'épigénétique, un, c'est en lien avec la méthylation de l'ADN. Méthylation, ça veut dire qu'on met des carbones par-dessus notre chaîne de sucre d'ADN. Et ça fait une modification qui est pas mal permanente. Quand on est méthylé, ça ne change pas gros. Puis en vieillissant, tous les humains, tous nos tissus se méthylent de plus en plus. Donc, c'est pour ça qu'on raidit. On devient de plus en plus rigide par rapport à notre ADN. Et donc, il y a moins de gènes qui peuvent s'exprimer. On a aussi des outils qui vont envelopper l'ADN pour le rendre plus ou moins accessible. C'est les histones. Et ça va générer des réponses à plus court terme. Alors, vous allez vous entraîner au gym. Le lendemain, vous êtes un peu raqué, mais la fois suivante, vous allez au gym, votre performance est un petit peu plus élevée. Ça, c'est des effets court terme qui ne sont pas nécessairement dus à la méthylation, mais à l'altération des histones autour de vos gènes qui fait qu'on répond mieux à une deuxième stimulation. Et on a aussi tout un système de micro-ARN qui viennent attaquer l'expression du gène en attaquant le messager qui en sort. Et ça, c'est encore plus à court terme. Donc, c'est du rétrofeedback que nos cellules vont avoir. Pour quand un gène commence à trop s'exciter, il y a un système de rétrofeedback qui vient le ralentir. Donc, c'est ces trois façons-là d'agir sur notre génome, long terme, moyen terme, court terme. Je vais surtout m'attarder au long terme parce que c'est ce qu'on essaie de mesurer à travers les générations et avec les effets à plus long terme sur nos animaux. Si j'essaie de vous illustrer qu'est-ce que ça peut être un effet épigénétique, je prends l'exemple suivant que j'utilise parce que le génome, ça ressemble à un livre. On a 3 millions de paires de bases. Un livre peut avoir 3 millions de lettres, par exemple, et chaque gène pourrait être une phrase ou un paragraphe, comme vous voulez. Et lorsqu'on regarde, par exemple, deux gènes différents, la kératine rose pour faire de la peau et la kératine transparente qu'on a dans nos yeux. Alors, les deux informations sont dans toutes nos cellules. Alors, dans la peau, les cellules vont utiliser le gène de la kératine rose, donc il va être exprimé, il va être ouvert. Par contre, le gène de la kératine transparente, c'est ça, il est méthylé. C'est comme si on mettait de la peinture dessus. Il est là dans la cellule, et la cellule ne peut pas le lire, ne peut pas l'utiliser. À l'inverse, si on regarde dans l'œil, la kératine qui va être utilisée, ça va être la kératine transparente, et donc la kératine rose n'est pas là, sinon, évidemment, on ne verrait rien. Donc, le système est assez capable de moduler les gènes qui vont être exprimés ou pas selon la quantité de peinture qu'il va avoir par-dessus ou pas, donc l'accessibilité à notre ADN pour être lu. Donc, c'est une façon un peu simpliste d'imager, mais ça ressemble pas mal à ça. C'est comme une peinture, c'est dur à enlever. Alors, lorsqu'on développe nos différents tissus, l'embryon, lui, en principe, il n'est pas peinturé. Il peut faire à peu près n'importe quoi. On appelle ça la pluripotence. Mais à mesure que les cellules se développent soit en trophoblastes, en cellules sanguines, en cellules musculaires, là, les gènes du muscle vont s'activer, mais les autres gènes du foie, par exemple, dans le muscle, vont s'éteindre. Alors donc, il y a une progression, donc un changement graduel durant l'ontogénèse, durant le développement du fœtus, où nos cellules vont garder les gènes dont ils ont besoin, puis ils vont éteindre les autres.
C'est pour ça que dans toutes nos cellules, on a le même génome, mais ils ne font pas toute la même affaire. Donc, c'est assez facile. Mais on va voir que dans l'embryon, c'est quelque chose qui commence, et donc, il peut avoir un impact beaucoup plus grand si les modifications se produisent beaucoup plus tôt. Des exemples de modifications épigénétiques en très bas âge, au début de la vie, vont montrer comment ça peut être important. Puis Claude Robert avait présenté, je pense, au symposium il y a quelques années, avec différents modèles. Fait que j'en reprends 2 ou 3 pour encore plus facilement illustrer le processus. Alors, j'ai des abeilles en gauche. Les abeilles, ils ont le même génome entre une ouvrière et une reine. La seule différence, c'est qu'il y en a une qui mange le gelée royal, puis l'autre, elle mange du McDonald's, mange d'autres choses. Et c'est juste l'effet de ce produit-là va changer la physiologie, la reproduction. La reine est vraiment très différente des autres. Donc, c'est le même génome qui est juste processé différemment. On a des exemples chez les clones, lorsqu'on faisait des clones de vaches, heureusement, on ne fait plus ça. Mais on a 2 clones ici qui ont exactement le même génome. Ils ont été clonés dans des ovules différents. Et donc, ils ont eu des gestations dans des vaches différentes. Et on voit une très grosse différence de leur poids à la naissance. Donc, même s'ils ont le même génome, c'est comme des jumeaux identiques, ils ne sont pas nécessairement toujours le même poids, les mêmes caractéristiques. Dernier exemple, les souris agouties. On fait juste changer la quantité d'acide folique dans la nourriture et le gène va répondre différemment. Ils vont être méthylés ou pas méthylés, comme je parlais tantôt. Donc, le gène va être peinturé ou ne sera pas peinturé et ça va faire en sorte que la souris va être d'une différente couleur et plus grosse, plus obèse. Donc, ces facteurs-là de modification, lorsqu'ils sont appliqués au tout début de la vie, risquent d'avoir un impact assez grand sur tout le reste du potentiel. Chez l'humain, on s'est aperçu, par des études épidémiologiques, quand on regarde après que les gens soient nés, qu'il y a eu une famine en Hollande dans les années à la fin de la guerre, quand les Allemands se sont retirés, et les gens ont subi une famine. Les femmes qui étaient enceintes durant la famine, durant le premier, deuxième ou troisième trimestre, ont eu des bébés, filles ou garçons, mais les filles avaient un plus petit poids à la naissance, et ces enfants-là ont développé des maladies cardiovasculaires. Donc, c'est une hypothèse qui disait que les conditions durant la grossesse pourraient avoir un impact tout au long de votre vie sur votre santé. Ça fait longtemps qu'on sait ça, mais c'est basé sur cette hypothèse-là maintenant qu'on a développé toutes sortes de protocoles. Et maintenant aussi, avec des expérimentations animales, que lorsqu'on programme les parents, on peut même avoir un effet de l'obésité du père ou de l'obésité de la mère sur l'obésité potentielle de l'enfant, même s'il est exposé à une diète tout à fait normale. Donc, on commence à comprendre que la gestion du métabolisme, c'est quelque chose qui est épigénétiquement programmable. On ne peut pas changer la couleur des yeux par la quantité de poids qu'on prend pendant la grossesse, mais on peut changer les risques pour notre enfant d'avoir du diabète plus tard dans sa vie ou pas. Fait qu'il y a une partie de notre génome qui n'est pas plastique, puis une partie qui est plastique. La partie qui est plastique, c'est la partie épigénétique sur laquelle non seulement on peut travailler, mais on peut aussi essayer de faire des corrections. Chez le bovin, on n'a pas encore beaucoup de résultats d'analyse postnatale. Il y a une étude qui a été faite en Irlande par Alex Evans et son groupe. Ils ont sous-nourri des vaches pendant les 100 premiers jours de gestation et ils ont regardé les génisses à 2 ans pour s'apercevoir qu'il n'y avait pas tant de grosses différences de poids, moins que chez le bovin de boucherie, mais il y avait une réserve ovarienne qui était diminuée, donc ces taures-là avaient un potentiel de fertilité réduit et il y avait une pression sanguine plus élevée. La pression sanguine chez les vaches, on dit, bon, c'est pas bien important, mais ça dénote un effet métabolique comme pour les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est un indice, même si directement, ça n'a pas d'effet sur ce qu'on a besoin de savoir. Ce que ça nous dit, par contre, c'est que nous autres, en Amérique, et moi, je suis vétérinaire, j'ai fini, comme c'était mentionné, dans les années 80, et on nous a imprinté, donc on nous a rentré dans la tête à coups de marteau qu'il fallait commencer à inséminer les vaches au jour 60, sinon il y avait une perte économique importante. Et en même temps, on sait que le jour 60, on est encore dans une période où l'animal peut être en mode, ou encore en train de perdre du poids. Alors, si on lit les 2 études, est-ce qu'un animal qui perd du poids va avoir des filles qui pourraient être moins fertiles? Alors, c'est un peu la question à laquelle on va essayer de répondre. Ce graphique-là, je vais l'utiliser pour renchérir le fait que plus on est tôt dans le développement, le gamète, ça c'est les ovules puis les spermes, plus on est tôt, embryon, fœtus, plus l'effet risque d'être grand parce que plus la plasticité va diminuer par la suite.
Ce qu'on a entendu dans la conférence du Dr. Dahl, c'est l'effet sur la vache elle-même, sa production de lait, lactation suivante. Donc, il y a un effet épigénétique, elle, sur les conditions de chaleur au tarissement sur les 4-6 mois qui suivent. On a vu l'effet aussi chez la génisse qui était produite dans un utérus qui avait trop chaud. Encore là, on a un effet sur même 1 et 2 générations. Ça, c'est toute la méthylation de l'ADN. Ça, c'est toute une programmation qui est une adaptation aux animaux à ce que l'environnement qui anticipe qu'ils vont avoir lorsqu'ils vont sortir. Ce que je vais parler, moi, ça va être plus en amont, donc au niveau de l'embryon, au niveau du fœtus, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur la sensibilité du futur de ces animaux-là. Alors, si on rentre dans la période postpartum, on sait que la vache, en période postpartum, va avoir un problème de reproduction souvent, caractérisé par un intervalle vélage plus long, réduction de la durée de l'œstrus, taux de succès à la première estimation qui est moindre, nombre de saillies par vache. Vous connaissez toute cette rhétorique-là. Et les facteurs à laquelle on attribue cette réduction de fertilité, il y a une partie qu'on dit que c'est génétique. Ça pourrait faire une autre conférence au complet, l'effet du génome sur l'épigénome, mais oui, il y a probablement une partie génétique. Donc, la sélection pour des vaches qui sont plus performantes, avec une insuline peut-être plus haute, vont faire en sorte que l'ovaire va peut-être avoir à combattre un peu ce contexte-là. Les pathologies utérines, métrine, contamination, la condition de chair, évidemment, ça va avec le métabolisme. Et ce que je veux surtout, sur quoi je vais insister, c'est la balance énergétique négative. Il doit être le 50e ou un symposium des bovins laitiers qui parle de balance énergétique négative. Mais je vais essayer de vous montrer un autre aspect de la balance énergétique négative. Celle que vous êtes habitué de voir, évidemment, c'est la courbe d'énergie par rapport à la production laitière. Donc, les vaches, durant les 2-3 premiers mois, sont en déficit. Donc, ils vont avoir besoin de plus d'énergie qu'ils sont capables d'en consommer. Et ce déficit-là fait en sorte que il y a des métabolites dans le sang, dont la bêta-hydroxybutyrate, qui sont un indicateur que la vache est en train de perdre du poids. Pour le foie, pour le rumen, pour la glande mammaire, c'est toutes des données qu'on a entendu parler par Rachel et Dr. Dahl, qui vont alimenter la programmation de la production. Mais on oublie souvent l'ovaire là-dedans. L'ovaire, lui, qu'est-ce qu'il va penser? Comment il s'adapte avec une vache qui maigrit au moment où il dit, bien là, il faudrait le temps de faire un veau. La vache, elle dit, bien, je ne peux pas faire un veau, je suis en train de maigrir, il va mourir. Donc, il y a un réflexe naturel de protection qui va s'enclencher et on pense que le BHB est un indicateur pour l'ovaire qui va lui dire si la vache est revenue suffisamment en équilibre énergétique pour que l'ovaire dise, OK, correct, là, on va faire un veau. Alors, les problèmes qu'on a en reproduction, on voit que lorsque la vache est en balance énergétique négative, il y a moins de pulsatilité de LH, l'ovaire va prendre une journée de plus à ovuler, il y a moins d'estradiol, c'est-à-dire que la vache fait moins de chaleur, les chaleurs sont moins apparentes, une baisse de la concentration en insuline. Donc ça, plus un effet sur l'utérus. Donc tout ça fait en sorte que l'ovaire n'est pas heureux, il ovule son ovule à peu près 24 heures plus tard que normalement, l'ovule est plus bon. On va regarder tantôt ce que j'entends par plus bon, parce qu'on a maintenant des façons de le mesurer un petit peu plus précisément. Alors, le protocole que je vais vous présenter, c'est une expérience qui a été réalisée à la ferme d'Échambault, et c'est Catherine Chaput qui a fait le travail, sa maîtrise. Alors, donc, on a regardé plus spécifiquement quel est l'effet de la balance énergétique négative sur la qualité de l'embryon, et pour essayer d'expliquer les aspects de faible fertilité dans les jours entre 40 et 90. L'objectif, c'était donc de l'effet du bilan énergétique au jour 60. Et là, je fais une petite parenthèse. Tantôt, au poster, elle dit « Ouais, moi, je regarde le BHB 0,15, 0,30. On n'est plus là. On n'est pas dans un BHB d'acétonémie. On n'est pas dans un BHB d'indicateur d'acétonémie. On est rendu au jour 45 à 60. Le NEFA a déjà rebaissé. Le BHB, à ce moment-là, tout ce qu'il nous dit, c'est pas que la vache est en gros déficit, c'est que la vache maigrit encore. Ce n'est plus les mêmes niveaux de BHB. Je le mentionne parce que les gens ont tendance à mélanger les deux. Alors, on a fait donc l'effet du bilan énergétique sur le développement. On a pris 2 outils transcriptomiques. Donc, on regarde tous les gènes qui s'expriment dans le génome. C'est à peu près 40 000 chez la vache.
Puis on a fait le méthylome, donc les sites qui peuvent être méthylés dans le génome, avec une lame qui est à peu près 400 000. Ça a l'air beaucoup, mais on est rendu maintenant avec du 40 millions. Alors donc, ça nous permet d'aller voir qu'est-ce que l'embryon a comme effet résiduel mesurable qu'on pourrait aller ensuite évaluer dans les génisses à la naissance. Oups. Le protocole, on a pris des vaches au jour 45, on mesure le BHB dans le sang, et selon le niveau de BHB, on les classe entre haute ou basse. Ce n'est plus des vaches qui sont en acétonémie. Ensuite, on les a super-ovulées pour avoir plus d'embryons dans les deux. Et on a fait la récolte d'embryons in vivo. Ce n'est pas du in vitro. Pour la première fois de ma vie, ce n'est pas du in vitro, c'est du in vivo. Et ensuite, on a récolté les embryons. On a gardé 2 embryons par donneuse pour faire des génisses. Donc, on a certains génisses qui sont nés, même s'ils ne sont pas vieilles encore aujourd'hui, mais on a fait un petit échantillon pour voir est-ce qu'on avait des signaux qui pourraient être présents après la naissance. Ce que je vais vous présenter, donc, c'est les embryons qui ont été obtenus des vaches qui étaient hautes ou basses en BHB, selon les critères que je vous ai mentionnés. Alors, le niveau de BHB, ce n'est pas des niveaux élevés, comme je disais. Alors, mais dans nos 2 groupes, on a des différences qui sont très significatives. C'est presque le double de BHB selon les groupes. On a enlevé donc les vaches qui étaient un petit peu entre les deux. Fait qu'on a regardé ceux qui étaient... Il y en a quand même beaucoup entre 0,8 et 0,9. Alors, on a pris les 0,9 et plus et les 0,8 et moins pour faire le contraste le plus intéressant possible sans tout perdre les animaux non plus. Premier résultat, qualité d'embryon, nombre d'embryons, pas vraiment de différence. La qualité des embryons a l'air un petit peu meilleure dans les BHB, mais ce n'est pas significatif. Mais c'est aussi associé au fait que le graphique du bas, dans les embryons avec les vaches en BHB, il y a plus de morula. Morula, c'est un embryon qui est un petit peu plus jeune qu'un blastocyste, une journée de moins. Alors, nous autres, comment on interprète ça? C'est que, comme je disais tantôt, les vaches en BHB élevé ovulent plus tard. Fait qu'ils ont été fécondés, mais fécondés une journée après. Fait que les embryons, lorsqu'on les récolte, le vet a fait ça au même jour. Lorsqu'on récolte les embryons, bien, ils sont un petit peu en retard à ce niveau-là. Donc, ils n'ont pas le même stade embryonnaire. Ça vient confirmer un peu le fonctionnement de l'ovaire qui est perturbé par ce facteur-là. Alors, l'analyse des transcriptomiques, donc, on a organisé toute l'expression des gènes pour essayer de comprendre comment l'embryon répond, comment il est différent, comment il sait que sa mère avait faim par rapport à un embryon qui était de vache BHB plus basse. Donc, c'est une façon de mesurer sa réponse immédiate. On regarde l'embryon, c'est quoi son niveau de santé au jour 7, au moment où on fait du transfert d'embryon. Est-ce qu'on est capable de voir quelque chose à ce moment-là? Il y a juste 100 cellules à ce moment-là. Est-ce qu'on voit déjà quelque chose? Et ensuite, l'épigénétique, bien là, on le fait dans l'embryon, mais éventuellement, on veut chercher des marqueurs pour être capable de le faire dans le sang et dans les poils à la naissance, pour être capable, un peu comme les vaches qui ont été traitées avec des heat stress, d'avoir un indice. Est-ce que cet animal-là, il est marqué? On appelle ça inprinté. Il est-tu programmé pour avoir une réponse différente plus tard dans sa vie? Alors, si on regarde l'analyse des gènes, comme on fait 40 000 gènes à la fois, on a besoin d'outils pour nous aider parce qu'un à la fois, c'est long, puis Catherine n'aurait pas réussi à faire tout ça dans une maîtrise. Donc, on prend des outils bioinformatiques qui organisent les gènes en groupes fonctionnels. Et ce qu'on a trouvé, c'est que les embryons qui venaient de vaches qui avaient haute en BHB, qui étaient un petit peu malades. Pas beaucoup, parce qu'on a des embryons et la qualité n'est pas visible, mais ils font moins de transcription, ça veut dire qu'ils utilisent moins leur génome pour être actifs. Ils ont des problèmes de respiration par les mitochondries. Et ils ont un statut métabolique, je dirais, économe. La voie des mTOR, que je vais expliquer un petit peu plus en détail, c'est la voie normale qui est activée lorsqu'on regarde les gens qui vivent vieux parce qu'ils ne mangent pas beaucoup, comme les Japonais, qui ont une diète qui est moins riche. Ça augmente la longévité, on sait ça. C'est vrai aussi pour nos populations où une diète qui est riche diminue la longévité dans l'autre sens. Donc, lorsque l'embryon se met en mode économe, il commence à réduire sa consommation d'oxygène, il réduit son métabolisme, il va donc commencer à prendre du retard, il est déjà en morula, et il va aussi avoir une capacité moindre à interagir avec l'utérus. Donc, ce premier bilan-là nous dit que l'embryon est différent juste parce que sa mère avait faim. C'est la seule différence qu'on a avec les autres embryons.
si on met l'ensemble des gènes ensemble, on dirait que l'embryon va freiner sa multiplication, il va se mettre en économie, il va activer ses facteurs d'autophagie. Donc, au lieu de prendre la nourriture extérieure, il commence à s'auto-digérer en partie pour économiser l'énergie et il va se mettre à respirer moins. Cette signature-là, surprenamment, parce qu'on fait d'autres études dans le laboratoire, elle ressemble à s'y méprendre à des embryons qui ont été faits in vitro cette fois-ci, mais par des génisses qui sont très, très jeunes, donc qui sont en croissance, dont le métabolisme ressemble à une vache qui a faim, parce qu'une génisse en croissance n'a pas autant d'énergie disponible pour la reproduction. Elle est en croissance, c'est un peu comme une vache qui commence à donner beaucoup de lait, donc elle n'a pas moins de... Donc, ça vient rassurer puis nous confirmer que ce mode de réponse-là d'embryon, le mode paresseux, c'est quelque chose qui est fonctionnel. L'épigénétique, maintenant, ça, c'est on appelle ça un volcanoplot. Chacun des petits points qu'on a, il y en a 400 000 sur ce graphique-là, représente le niveau de méthylation d'une partie de l'ADN spécifique. Alors, ça fait des tonnes et des tonnes de données, mais ce que je veux illustrer ici, c'est que la différence qu'on a entre les vaches hautes et basses en BHB, sur 130 000 sites ou cibles qui ont été allumés dans les deux séries de vaches, c'est seulement 283. Donc, 0,2 de différence. Ce n'est pas beaucoup. On ne change pas la programmation épigénétique de 20 on parle de 0,2 Mais les gènes qui peuvent être modifiés, comme je disais tantôt, ce n'est pas tout. La couleur des yeux ne change pas. C'est les gènes du métabolisme qui peuvent être modifiés, mais ça donne une idée que c'est subtil. Fait que ce n'est pas quelque chose qui apparaît avec un dosage facile. Les gènes qu'on a trouvés qui avaient une marque épigénétique, c'est en plus... Ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, leur fonctionnement est affecté immédiatement, mais ça veut dire que leur fonctionnement peut être affecté plus tard. Ça, c'est les endroits où la programmation qui va durer toute la vie semble être différente entre les deux traitements, et on trouve l'inflammation, régulation énergétique, réponse au stress. Donc, c'est la programmation épigénétique qu'on voit dans les études chez l'humain, dans les études chez la souris. Donc, lorsque la mère a faim, on voit la même chose chez la vache, l'embryon se met en mode économie et va avoir un espoir de s'adapter au déficit énergétique en ayant ce profil-là. Il va dire, bien, comme vous, s'il n'y a pas beaucoup de nourriture présentement, comme vous, je vais en avoir besoin de moins, puis je vais engraisser plus facilement. Puis à ce moment-là, je vais être capable de me rendre à l'autre génération sans mourir, donc de pouvoir transmettre les gènes à l'autre génération. Fait que si j'essaie de résumer les conséquences qu'on observe, on a un embryon qui est économe, qui est paresseux. Il y a plus de chances de se suicider. Vous savez, les embryons, aussitôt qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, ça ne se met pas à pousser, ça deviendra un cancer dans l'utérus. Fait que l'embryon, il a des tendances suicidaires, puis c'est normal, la nature, il s'est fabriqué comme ça. Quand les conditions ne sont pas idéales, on l'arrête. On recommence 21 jours plus tard. C'est mieux que de faire une erreur, c'est programmé comme ça. Donc, ces embryons-là ont plus de chances de créer des avortements ou des chaleurs à répétition. D'ailleurs, s'il est moins actif, il y a moins de vigueur pour signaler sa présence à l'utérus. S'il ne fait pas assez d'interférons tôt, l'utérus, bien, il ne l'a pas vu, moi, l'embryon, il ne m'a pas dit qu'il était là. Bien oui, mais il ne l'a pas dit assez fort. Fait que l'utérus oublie, on refait un autre cycle, l'embryon disparaît, la vache vient de prendre 21 jours de retard. À long terme, chez le bovin, je vous ai parlé tantôt du modèle des tares restreintes. Donc, ça peut vouloir dire que ces embryons-là vont avoir peut-être pression sanguine plus élevée, métabolisme modifié, réserve ovarienne diminue, ça veut dire une fertilité qui est moins grande. Et ce qu'on voit dans les autres espèces où il y a plus de suivi épidémiologique, comme chez l'humain, c'est des filles avec l'insuline plus élevée, diabète, maladie cardiovasculaire. Chez la souris, obésité, diabète, problème de pression. Puis même, je peux rajouter à ça les bébés in vitro chez l'humain. Sont différents des bébés ordinaires. Ils ont des problèmes, ils ont le diabète. Bon, ils ont un potentiel de diabète plus élevé. Même à l'âge de 4 ans ou 9 ans, ils ont déjà un glucose, insuline, puis résistance à l'insuline plus élevée chez les enfants. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est juste que le bovin, c'est la première fois qu'on l'observe dans des conditions embryonnaires, puis on est capable d'associer ce qu'on voit là à ce qui peut arriver plus tard. Au niveau des analyses génétiques postnatales, on a eu 8 génisses de cancer dans ce projet-là. On est en train de faire l'analyse du génome complet. Là, on ne fait pas 400 000 sites, mais 40 millions. On fait du whole genome. Les résultats vont nous donner, parce qu'ils ne sont pas finis d'être analysés encore, parce que le bioinformaticien là, il a trouvé que c'est un petit peu plus élevé de ramasser 40 millions de données. Mais l'objectif, on va trouver des marqueurs qui vont nous permettre de dire, est-ce que
ces marqueurs-là à la naissance, qui vont être présents dans le sang, vont être capables de nous dire comment l'animal a été modifié, puis ensuite ramasser les phénotypes de plus en plus précis pour être capable de faire une association. Quand l'animal vient avec ce signe-là, bien, il va avoir ce phénotype-là, donc il va avoir ce problème ou cet avantage-là. Pour faire la recherche de marqueurs, on a des projets qui sont en développement avec Génome Canada et Lactanet. Là, on va avoir 200 vaches de 4 ans qui vont être classées sur la résilience. Donc, on va pouvoir aller voir ces marqueurs-là aussi dans les animaux. Donc, à 4 ans, est-ce que la vache a encore une signature de sa programmation maternelle si elle a été conçue dans une femelle, dans une vache qui avait faim au moment de la conception? On regarde aussi du côté mâle, on regarde dans la semence parce que la méthylation est transmise aussi par les spermatozoïdes. Et on a déjà publié que l'âge du taureau, par contre, par exemple, avait un effet. Et donc, on va ensuite maintenant regarder l'effet des taureaux qui donnent des filles avec moindre... Eux autres, leur propre fertilité, donc selon leur propre niveau de succès en insémination. Et, plus important, encore selon la fertilité de leurs filles. Donc, on va regarder est-ce que la semence des taureaux porte, en plus du génome, parce qu'ils vont tous avoir la qualité génétique équivalente, est-ce qu'ils portent des facteurs qui vont influencer la qualité de leur fille selon la gestation de leur mère ou selon les conditions de production. Et bien, encore là, ça pourrait être les conditions de heat stress, pourraient aussi, chez le taureau, être transmis à la descendance et avoir les effets qui ont été mentionnés tantôt sur la production laitière. Au Québec, on est un peu parmi les premiers au monde à développer cet aspect marqueur et des outils en épigénétique. Donc, on est bien placé pour avoir un certain leadership dans l'analyse de ces projets-là. On continue avec des analyses épidémiologiques. Ce sont des collaborations qui commencent à Roger Q, à l'Université McGill et Lactanet. Et là, on va regarder de façon épigénétique. Maintenant qu'on a la preuve que les embryons sont différents, là, ça vaut la peine, on va aller voir. Dans les données depuis 2006, quels sont les liens entre le nombre, l'insémination ou la conception en fonction du nombre de jours postpartum selon la production de la mère à la conception. Il y a des troupeaux où on a le niveau de BHB, on a des données alimentaires, on a la quantité de lait. Donc, on va essayer de faire l'analyse fine, comment les conditions métaboliques à la conception vont aller impacter la production de la fille. On vient de voir avec l'exemple du chaleur stress thermique, comment ça peut être important d'avoir cette programmation-là. Donc, depuis 2006, les dossiers vont nous permettre de faire de la modélisation sur les conditions de la mère en lien avec sa propre productivité, mais aussi en lien avec la productivité de sa fille et peut-être même de la deuxième génération, parce qu'on a été mentionné, ces effets-là de la méthylation, en principe, sont effacés à chaque génération, mais en réalité, on s'aperçoit qu'on a souvent des effets qui vont jusqu'à la deuxième génération. Pour la partie génomique, la conclusion, c'est que la balance énergétique négative, il y a un effet définitif et caractéristique sur l'embryon. Il y a une signature, autant au niveau du transcriptome, c'est-à-dire l'embryon lui-même est incapacité dans son rôle de se faire reconnaître par la mère et de pousser, et il y a potentiellement un effet de programmation épigénétique à long terme, ce qui force l'embryon à économiser son énergie parce qu'il anticipe que le monde dans lequel il va naître, c'est le monde dans lequel il n'y a pas assez d'énergie parce que la vache est en train de maigrir. C'est ça l'évolution. On se prépare pour être plus adapté avec l'environnement suivant. Donc, ça pourrait faire une géniste programmée métaboliquement. La partie économique, je n'en parlerai pas beaucoup parce que Catherine Couture est ici pour son affiche. Alors, l'idée était, c'est bien beau de repousser l'insémination de 30 à 60 jours quand la vache est encore en train de maigrir, mais ça coûte cher. OK, on va regarder. Alors, l'équipe d'Édith Charbonneau, avec Catherine et plusieurs collaborateurs, ont fait toute une série d'analyses économiques en essayant de paramétrer ça coûte combien augmenter l'intervalle, ça coûte combien allonger cet intervalle-là, et qu'est-ce qu'on économise en frais de vétérinaire, en frais d'insémination, en frais de saillie qui ne fonctionnent pas. Et la conclusion, je donne un petit peu le punch, mais allez voir le poster à Catherine si vous voulez le détail, c'est beaucoup plus intéressant. Comme je ne comprenais pas tout, je n'ai pas voulu le présenter. Je vais présenter sa partie à elle. Ce qu'on peut voir, c'est que oui, il y a certains effets négatifs le prolongement de l'attente volontaire. C'est d'abord, il y a une production annuelle par vache qui diminue.
petit peu moins de vente de veaux, des charges variables qui vont augmenter pour la vache parce qu'on la nourrit. Par contre, il y a des impacts positifs. Il y a moins de frais de reproduction, moins de 7-2-1, moins de vêtements, moins d'insémination. Il y a moins de frais d'alimentation parce que plus elle avance dans sa lactation, moins elle coûte cher. Moins de frais de vétérinaire. Augmentation du prix du lait parce que son lait, plus tard, les composantes changent, donc il y a une valeur un petit peu plus grande. Donc, leur conclusion, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'impact. Donc, ça ne coûte rien. On ne fait pas d'argent, mais ça ne coûte rien. Alors, si ça ne coûte rien, on a des vaches qui collent plus, qui ont moins de chances de se ramasser à l'abattoir parce qu'il ne fait pas 4 inséminations qu'on passe dessus. On leur donne une chance de se remettre, on leur donne une chance d'arrêter de maigrir. Alors, si on est capable de gérer ça, ce n'est pas toutes les vaches non plus. Ce n'est pas toutes les vaches qui vont avoir besoin d'être repoussées. Même si les calculs peuvent être faits à grandeur du troupeau, ça peut être appliqué de façon intelligente. Dire non, je vais appliquer mon attente volontaire simplement ou strictement sur les vaches pour lesquelles j'ai un doute sérieux, soit parce qu'ils ont fait de la cétonémie, soit parce que j'ai fait du BHB dans le sang, pas au jour 20, mais au jour 60, pour dire que cette vache-là maigrit encore. Donc, on est capable d'ajuster, donc ça devient un peu de la médecine personnalisée. Donc, chaque vache va avoir un peu son diagnostic à elle. Et si pour certaines, ça peut être avantageux d'attendre parce qu'on sait qu'ils vont coûter cher, pour d'autres, ce n'est pas nécessaire d'attendre. Donc, ce n'est pas un traitement universel, ce n'est pas quelque chose qui, normalement, s'applique à tout le monde. Alors, j'aimerais remercier tous les gens qui ont participé à financer ces projets-là, Cribic, Lactanet, Novalet, FQRNT, le CRESAD où les animaux ont été hébergés, Janie Laveille, qui était la personne qui s'occupait de ramasser tous les tissus pour mes embryons, et les vétérinaires qui ont participé à ce projet-là. Et vous, pour m'avoir écouté jusqu'à la fin, avant un dîner qui, j'espère, qui va être apprécié par tous. Merci.